Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle session des lundis numériques de l'INHA. Pour commencer donc cette année universitaire, nous accueillons donc Julie Erisman, qui est docteur en géographie, ingénieure de recherche, géographe et cartographe à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon. Elle a participé à plusieurs projets de cartographie historique, parmi lesquels Géolion, qu'elle nous présente aujourd'hui. Merci Juliette, merci pour votre invitation. Merci d'être là ce soir pour cette présentation donc, du projet Géolion qui a été donc, développé à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, mais en coopération avec l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, ainsi qu'un laboratoire de recherche en géographie de l'Université de Lyon 3. Le CRGA, Centre de recherche en géographie et aménagement. Donc je vais essentiellement vous parler du projet, enfin plus qu'un projet aujourd'hui, une réalisation de Géolion, donc qui est une plateforme d'accès à l'information cartographique et documentaire en ligne. Et puis je vous parlerai à la toute fin d'un autre projet qui est issu du projet Géolion et qui se sert des briques technologiques qui ont été développées par Géolion pour répondre aux besoins de chercheurs et notamment d'archéologues. Donc avec un exemple sur le traitement des archives de Salamine de Chypre et du traitement de la documentation aussi d'un site archéologique catalan qui est Oulastret. Voilà, ces projets ont des objectifs qui sont doubles, c'est à la fois mettre en relation la dimension spatiale et la dimension temporelle des documentations pour réinterroger des problématiques en permettant de croiser donc, ces données spatiales et ces données temporelles. Le deuxième objectif, c'est aussi de valoriser un patrimoine qui est assez peu visible finalement dans les cartothèques. Souvent on a du mal à accéder aux cartes. Elles sont dans des tiroirs au fond des SCD. Elles sont assez peu valorisées. Et donc voilà, l'objectif c'était de porter à la connaissance du public ce patrimoine cartographique qui est d'importance à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour le public en général, pour le grand public en général, pour les écoles, pour les musées, pour différents types de structures qui s'intéressent à ce genre de documentation. Le projet, donc je vous l'ai dit, était développé avec l'IFPO à la Maison de l'Orient et avec le laboratoire de recherche en géographie et aménagement de Lyon 3. Il se présente donc sous une forme c'est une plateforme donc, qui a été développée sur le web avec ses partenaires. Et l'histoire en fait de la création de ce projet, c'était de réunir virtuellement le fonds cartographique de l'Université de Lyon, qui a été éclaté, l'Université de Lyon qui a éclaté à la fin des années 60 avec Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. Et donc une partie des fonds cartographiques, chaque université nouvellement créée a récupéré une partie des fonds cartographiques. Donc à Lyon 1, ils ont essentiellement les cartes de géologie par exemple. Et il y a une partie des cartes de ce fonds qui sont également parties à Beyrouth, à Damas ainsi qu'à Amman, donc dans les instituts français, les 3 instituts français au Proche-Orient. Et donc voilà, il y a une volonté de recréer virtuellement ce fonds. Assez rapidement, un peu des petits historiques. Donc c'est avec Bernard, sous l'impulsion de Bernard Geyer dans les années 90. On a commencé à établir à la Maison de l'Orient une base de données informatisée pour se rendre compte déjà de l'importance du fonds
qui avait été réunie par les chercheurs et par les bibliothécaires au cours du temps. Donc, avec un objectif de créer cette géothèque numérique pour les rendre disponibles. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont participé à ce projet, Olivier Barge, Emmanuel Regagnon notamment. Et puis, avec l'obtention de financement via les MSH, on a pu continuer à développer cette cartothèque numérique, mais qui n'était pas encore aussi aboutie qu'aujourd'hui. Et à partir de 2012, le projet a été pris en main par des informaticiens, et notamment Bruno Morandière et Patrick Desfarges, qui ont permis d'enrichir cette plateforme en la liant à des référentiels, en essayant de la rendre un peu plus interopérable d'un point de vue informatique. Et donc on a lancé le projet GéoLion, a été lancé en 2012-2013. La plateforme a été lancée en 2012-2013. Version bêta, voilà, il y a encore des améliorations à faire. On a des retours de certains utilisateurs. Voilà, il y a encore des choses à faire, mais les cartes sont désormais accessibles. Je vous le disais en introduction, donc c'est parti d'un constat, c'est que les fonds étaient dispersés. On avait des morceaux de collection qui étaient à Amman, un autre morceau de collection à Lyon, un autre morceau à Damas, et voilà, on a voulu donc recréer ce fonds-là et essayer d'uniformiser un petit peu les catalogues. Dans les bibliothèques, il y a un inventaire souvent qui est fait sous Excel, sous FileMaker, mais les informations propres à la carte, spécifiques à la carte de géolocalisation, ne sont souvent pas présentes ou pas mises en valeur. L'intérêt là de la plateforme, c'est de permettre une recherche justement à partir d'un lieu. Je vous ferai une démonstration à la fin de ma présentation si ça fonctionne. Puis il y aura des captures d'écran, de toute manière pour vous montrer comment le fonctionnement assez ergonomique du site. Donc voilà, c'était réunir un petit peu, donner de la visibilité et un outil supplémentaire pour trouver un document, parce que le titre d'une carte ne va pas forcément vous renseigner sur exactement ce que la carte représente, en termes de territoire, mais également en termes de type de représentation du territoire considéré, du terrain considéré. Donc voilà, il y a cet accès par l'espace qui a été vraiment au centre du développement de l'application. Les enjeux, oui, sont donc de continuer à recenser et puis préserver les fonds cartographiques aussi en les numérisant toutes ces cartes, parmi lesquelles beaucoup de cartes anciennes, notamment les fonds du CRGA sont très riches de cartes uniques. Il y a même des cartes, une vieille carte chinoise qu'on a montrée à une exposition l'année dernière qui faisait suite à la Nuit européenne des chercheurs. Voilà, il y a des documents qu'il faut aussi préserver, qu'on peut préserver grâce au numérique. Il y a des campagnes aussi de nettoyage de ces cartes, de réparation de ces cartes qui ont été menées pour pouvoir les numériser en toute sécurité et les rendre accessibles. À la Maison de l'Orient, en fait, il y avait plusieurs atouts pour mener à bien ce projet, et notamment le fait que les personnes qui s'en sont emparées ont travaillé à la mise en œuvre de chaînes de production massives de données comme Percé, que vous connaissez sûrement, par exemple, la chaîne de Percé. Il y avait eu un projet donc, de géothèque aussi
auparavant. Et puis, c'est à la MOM, on utilise également beaucoup tous les services du Manum pour le stockage des données, donc avec Nakala par exemple. Et puis, il y a une volonté réelle aussi de travailler à l'archivage de ces données sur un temps relativement long, essayer de caler, de se conformer au CINES pour pouvoir vraiment faire un archivage à long terme. Voilà. Il y a un autre atout du projet qui est non négligeable, c'est qu'on avait un scanner grand format qui permet de ne pas abîmer la carte, de faire moins de coupures et donc d'avoir un document aussi de qualité à ce niveau-là. Et puis ce projet est né parce qu'il y a vraiment le socle du programme, ça a été des personnes qui se sont rencontrées et qui ont vraiment souhaité mettre en œuvre, mutualiser l'ensemble de ces documents, à la fois les chercheurs et les ITA. Le projet, enfin la plateforme, il y a 10 000 documents qui ont été traités entre l'IFPO, le CRGA et la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Il y a 10 000 documents qui ont été numérisés, qui ont été traités, géolocalisés, auxquels on a associé des métadonnées. Mais il y a un potentiel énorme. 100 000 documents, c'est sur Lyon uniquement. Voilà, imaginez un peu le trésor qui dort dans des tiroirs, que ce soit dans les archives, dans les laboratoires de recherche. Il y a vraiment quelque chose des documents vraiment importants qu'on pourrait porter à la connaissance du public. Et il y a une réelle attente aussi, je vous parlerai des attentes des chercheurs, des besoins aussi les questions qu'ils se posent et qu'ils nous posent pour accéder à ce type de documents et enrichir les problématiques de recherche qui sont les leurs. Carte qui n'est pas très lisible, mais qui vous montre la répartition des fonds qui ont été traités dans Géolion. Donc, essentiellement le bassin méditerranéen, le Proche et le Moyen-Orient, mais également en Amérique du Sud, à Madagascar. C'est aussi parce que les documents qui ont été numérisés l'ont été en fonction des besoins des chercheurs. Donc, à Lyon 3, il y avait par exemple des chercheurs qui travaillaient sur Madagascar, qui travaillaient sur le Brésil, et donc ce sont ces cartes-là qui ont été numérisées prioritairement. Là, vous voyez les cartes des différents partenaires aussi. Donc, chaque point représente le centre d'une carte. Donc, voilà, il y a une bonne partie du pourtour méditerranéen qui est couverte. Il y en a d'autres, mais qui n'ont pas été encore traités, notamment en Égypte, en Libye, en Algérie et au Maroc, où il y a encore des fonds qui sont très importants, des collections quasiment complètes, mais qui n'ont pas été traités pour l'instant. Je vous le disais, donc, un peu plus de 10 000 documents. Je dis documents cartographiques parce qu'il y a aussi des photographies aériennes qui sont présentées et qui représentent un intérêt tout particulier, notamment dans les études diachroniques, par exemple, sur l'évolution d'une ville, d'un paysage. Donc voilà, il y a des documents, donc il y a des photographies aériennes, mais il y a aussi les documents qui sont associés aux cartes. C'est-à-dire que pour les cartes géologiques, par exemple, vous allez avoir accès également à la notice explicative, un PDF avec la notice explicative du document. Donc ça représente près de 300 000 métadonnées qui sont réparties en 28 thèmes. Les thèmes inspirent, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Inspire, c'est une directive européenne qui permet à l'ensemble des acteurs qui travaillent sur l'information spatiale de travailler avec les mêmes référentiels, ce qui permet d'échanger les données, d'interroger des bases de données de manière
avec le même interrogé, avec le même vocabulaire. Voilà. Après, les 4 thèmes pour 75% des cartes, ça reste quand même des cartes topographiques, des cartes géologiques, des cartes marines aussi, ou des cartes des plans cadastraux aussi, qui sont très intéressants dans les études de géographie urbaine, par exemple. Depuis cette année, le projet participe, fin d'année dernière, le projet participe au consortium Imagéo, qui est donc un regroupement de plusieurs projets au niveau national, un regroupement qui est un consortium qui est porté par Humanum, et de plusieurs projets qui vont réfléchir à des guides de bonne pratique et notamment pour l'archivage à long terme. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la réflexion autour des données numériques, et en particulier des données numériques à caractère spatial, à réfléchir à la mise en place de protocoles pour la gestion de ces données dans le temps long. Aujourd'hui, donc, je vous parlais tout à l'heure pour la numérisation. Donc vous avez une photo du scanner grand format qui nous permet donc d'éviter d'abîmer les cartes et donc de les numériser plus facilement. Donc en 2017, je vais vous présenter un peu les réalisations à ce jour. Donc il y a toute une procédure de chaîne de numérisation qui a été mise en place. On est passé de la maquette à un outil de production et un portail de diffusion pour rendre les cartes accessibles, avec un système donc de navigation par recherche de lieux, mais aussi par thème, par échelle, par année. Il y a différents choix, différents critères qu'on peut mettre sur le site. Il y a eu un gros chantier qui est toujours en cours d'ailleurs, c'est la gestion des droits des documents, parce qu'on a une partie des documents qui sont assez récents et qui sont des cartes, notamment les cartes étrangères, qui ont un caractère sensible, et donc on ne sait pas si on peut les diffuser, y compris uniquement dans le monde de la recherche. Ça pose problème. On est en lien étroit avec les services juridiques du CNRS pour essayer de régler ce problème, mais bon, c'est pas quelque chose de simple, et on y travaille, et on y travaille aussi avec le consortium Imagéo. Cette gestion des droits permet donc soit d'afficher juste une vignette, soit de télécharger la carte après en très haute définition. On associe aussi un identifiant pérenne à la ressource, un identifiant ARC qui va permettre de retrouver dans le temps la ressource, la carte. Je vous montrerai après des différentes utilisations qui ont été faites à partir du site, et notamment en réponse aux besoins de chercheurs avec le géoréférencement de cartes, ou bien le fait de produire des tableaux d'assemblage. Voilà, toute cette plateforme dont je vous parle, que vous n'avez pas encore vue, mais que je vais bientôt vous montrer. Donc voilà, on s'est vraiment basé sur, au niveau des métadonnées associées aux cartes, on a essayé de les rendre le plus interopérables possible. Voilà, donc avec des référentiels comme GeoNames, comme la directive européenne Inspire dont je vous ai parlé, comme Pactol, Rameau, et on a aussi tenu à garder un lien avec les systèmes de gestion de bibliothèques, car les cartes sont quand même essentiellement dans les bibliothèques, et donc il y a aussi un mécanisme d'import et d'export en marque XML pour pouvoir enrichir les notices et gérer ces documents dans les catalogues des bibliothèques. Alors,
pour commencer donc, par la mise en place de la chaîne de numérisation, on a à chaque fois trois types de fichiers. Donc, un affichage web en JPEG en 100 dpi, un document de travail PNG en 200 dpi, et après pour l'archivage, la très haute résolution, ce qui va aller sur Nakala, et ce qu'on versera après au CINES, ce sera donc du TIFF en 400 dpi. Donc c'est vraiment une qualité d'image très, très importante. Ces formats, et il a fallu prendre en compte qu'on était dans un contexte multisite, donc avec, par exemple avec l'IFPO, il y a eu parfois des soucis sur la qualité de numérisation. On n'avait pas, comme chaque partenaire numérise son fonds. Voilà, ça peut provoquer des problèmes, et donc c'est d'autant plus important de fixer les règles au commencement pour avoir une unité vraiment dans la gestion des fonds. Les cartes sont ensuite traitées par lot, et il y a une identification univoque après des cartes avec le nom de l'organisme, le fonds auquel il se raccroche, un code barre, une identification du type d'objet. On va traiter également les atlas, on va traiter, donc, je vous disais, les matériels d'accompagnement, comme la notice, une notice géologique qui se raccroche à une carte. Puis après, il y a différents cas de figure, les cartes qui sont hors format, les cartes recto verso qu'il faut aussi traiter, et vraiment l'importance d'avoir une identification univoque dans le nom du fichier. Ça peut paraître anodin, mais quand on travaille sur des gigas et des téras de données, après on s'y retrouve plus si on n'a pas vraiment calé dès le départ cette identification donc univoque des fichiers. On arrive enfin au cœur du projet, la plateforme, le portail de diffusion, qui fonctionne selon un modèle où on s'est basé, en fait, on a séparé l'outil de production et l'outil de diffusion. L'outil de production, je vais vous présenter en premier, c'est Nuxeo. C'est un logiciel libre, mais qui nécessite quand même de nombreux développements. Donc il est libre, mais ça demande quand même un investissement non neutre pour pouvoir l'utiliser. Ceci dit, c'est très efficace pour tout ce qui est gestion électronique de documents, et là je parle des documents en général, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les cartes, c'est-à-dire qu'à Lyon par exemple, à l'université de Lyon, Nuxeo se met en place, et donc c'est tout ce qui est gestion de documents administratifs aussi qui va être géré grâce à Nuxeo. Nuxeo va ensuite envoyer donc, sur la plateforme, sur l'outil de diffusion, sur la plateforme, les données, les métadonnées et les vignettes au site internet, à la plateforme geolion.mom.fr, et on va stocker les données dans Nakala et aussi dans l'Humanum Box. C'est un nouvel outil, relativement nouvel outil d'Humanum, qui est en fait un ensemble de serveurs avec un double intérêt, c'est qu'il va permettre de répliquer, il y a un intérêt sur la sécurité en fait, d'accessibilité du document, et puis si jamais un serveur tombe en panne, comme les données sont répliquées sur les 5 serveurs, ça règle le problème de l'accessibilité à la donnée aussi. Voilà, donc ça apporte la sécurité et l'accessibilité à la donnée. Veuillez m'excuser, je travaille avec des informaticiens, mais je ne suis pas du tout informaticienne, donc j'ai quelque peu de mal avec le vocabulaire. En tout cas, cette Humanum Box fonctionne avec 5 sites pilotes,
dont la MOM, qui a déjà versé 11 téraoctets de données sur ces serveurs. Voici donc Nuxeo, comment ça se présente, l'outil de production. On a accès à des vignettes qu'on rentre donc, dans une base de données. On peut accéder donc, directement à la carte et puis aux métadonnées qui sont associées à la carte. Donc tous les types d'informations qu'on peut avoir, que ce soit l'auteur, l'éditeur, le pays de publication, évidemment la localisation du document, la provenance, l'établissement propriétaire de la carte. Et donc, grâce à cet outil de production, à Nuxeo, on va envoyer les documents sur geolion.mom.fr, donc qui est la plateforme. Donc, sur votre gauche, il y a une colonne qui va permettre de rechercher les cartes, donc soit une recherche par mots-clés, j'espère que je pourrai vous le montrer après en live. Donc il y a une recherche par mots-clés, une recherche par navigation. Donc là vous avez le petit encart sur la gauche, on a centré sur le Liban. On peut faire des recherches par aire géographique, par type de carte, donc marine, topographique, géologique essentiellement, et également par échelle. Il y a également la possibilité de borner aussi, pour dire je voudrais les cartes qui ont été produites entre 1920 et 1940 par exemple. On ne voit pas apparaître ici, mais qui existent. On a ensuite donc les cartes qui sont organisées en collections. Donc ici, il y a sur cette zone du Liban et de Syrie, on a 160 cartes, 160 collections, pour un total de 3900 cartes. On voit peut-être mieux ici, voilà les collections. Les collections et les cartes, ici c'est le fond de carte de Lyon 3. Quand on zoome donc sur la partie gauche sur l'Égypte, on voit que le nombre de collections s'est mis à jour, il ne reste plus que 3 collections, 97 cartes. On va ensuite pouvoir rentrer dans la collection, donc là les cartes topographiques anciennes de l'Égypte au 50 millième qui ont été publiées entre 1906 et 1909. Et tout l'intérêt là, c'est de voir sur la partie droite le tableau d'assemblage des cartes et de pouvoir cliquer directement sur ce tableau d'assemblage pour dire bon, ben voilà, je vais zoomer sur cette zone, moi c'est cette zone sur laquelle je travaille, je voudrais avoir accès à telle carte. On a ensuite donc là sur la partie droite, vous voyez qu'on a zoomé sur la partie ouest, la feuille ouest du Caire, on a toutes les informations, toutes les métadonnées qui ont été renseignées. En général, il y a une vingtaine, par carte, il y a une vingtaine de métadonnées qui sont renseignées. Voilà, et donc après, en fonction des droits, on va pouvoir accéder soit à une vignette, soit à la carte en haute définition. Vous voyez la qualité là, du document qui est publié en 1906. On voit la qualité de ce trésor. Voilà, pour le stockage, je vous parlais de l'Humanum Box et de Nakala. L'intérêt aussi de ces outils développés par Humanum, c'est qu'on peut interroger les données en langage Sparkle. Donc c'est un des langages d'interrogation des données qui est un standard du web. Et donc on peut accéder à la fois aux métadonnées, mais aussi aux données en très haute définition, pour autant qu'on soit propriétaire des documents. Donc ici un exemple donc sur nakala.fr/sparkle, vous avez un exemple de requête où on va demander dans le fond identifié par le numéro 11282/ etc. On va demander à avoir accès aux métadonnées, aux ressources. On lance d'une collection en particulier. Quand on lance la requête, on arrive sur un tableau qui est ce
défilé avec les 100 premiers résultats. On a demandé, donc là, on ne voit pas à la fin de la requête, mais on a demandé les 100 premiers résultats. Et donc là, vous avez la colonne ressources où on va avoir accès aux métadonnées et la colonne data où on va avoir accès à la carte en très haute définition. Donc voilà, ici pour les métadonnées sur Nakala, petit visuel sur ce que ça donne. Et puis là, toujours sur Nakala, mais l'accès à la carte directement en très haute définition, l'image en très haute définition. Je vous montrerai de manière dynamique après ce que ça donne. Voilà, j'en ai déjà un peu parlé, mais vraiment c'est l'interopérabilité au cœur de ce projet, parce qu'il faut pouvoir travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que là, il y a des briques technologiques qui sont développées à la Maison de l'Orient, mais si on veut pouvoir discuter avec la cartothèque, avec n'importe quelle autre cartothèque, il faut qu'on parle le même langage. Il faut vraiment qu'on puisse interroger les données, par exemple en Sparkle, avec les mêmes types de référentiels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, dans ce projet. Voilà, donc l'intérêt, c'est aussi l'échange, c'est l'interrogation, mais c'est aussi l'échange après de données, de métadonnées avec d'autres services, donc que ce soit d'autres cartothèques, mais aussi d'autres acteurs du Link Data comme Isidore ou bien d'autres. Et on complète, quand on parle le même langage, on peut compléter comme ça des collections virtuellement, des collections de cartes qui ont été éclatées de manière comme les fonds physiques se sont éclatés entre différents établissements. On peut aussi comparer plusieurs éditions d'une même carte. Je vous parlais des utilisations qui sont faites aussi de cette plateforme, et notamment de géoréférencement. Juste rapidement, entre la géolocalisation et le géoréférencement, la différence, la géolocalisation, c'est juste montrer l'emprise spatiale de la carte, ce que la carte représente sur un territoire, montrer donc juste le territoire que la carte représente, et le géoréférencement qui, lui, va déformer la carte et permettre de l'afficher sur un fond Google Maps ou bien OpenStreetMap, et on va pouvoir jouer après avec des transparences. Et donc là, il y a la collection des cartes topographiques du Yémen au 250 millième qui ont été géoréférencées. Donc vous voyez qu'on peut afficher, en Géolion, on peut aussi afficher la carte, pas seulement le carré rouge, qui est l'emprise, on peut afficher également la carte et puis jouer après avec les transparences pour voir l'évolution d'un territoire. Les photographies aériennes, je vous ai parlé, donc là pareil, c'est l'aéroport, c'est la photographie que vous avez sur la gauche, une photographie aérienne de 1991 qui représente l'aéroport de Beyrouth. Et donc vous voyez après l'image satellite sur la droite en 2016 où on voit qu'il y a une piste d'atterrissage qui a été ajoutée à cet aéroport. On voit la densification aussi du tissu urbain aux alentours. Enfin, voilà, il y a des choses intéressantes. Et quand on croise ce type de données-là avec encore des plans cadastraux, par exemple, travailler encore à une autre échelle, on peut vraiment effectuer des recherches très intéressantes. Un autre besoin auquel Géolion a pu répondre, c'est des chercheurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit bon ben voilà, on voudrait modéliser des vallées fluviales en Syrie pour caractériser les types de végétation. Donc voilà, on ne sait pas sur quelle carte on pourrait travailler, on ne sait pas à quelle échelle surtout on va travailler pour développer notre méthodologie. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a sorti l'ensemble des collections de cartes topographiques de Syrie à différentes échelles. Donc là, les cartes au 200 millième, les cartes au 100 millième, les cartes au 50 millième, au 25 millième et au 5 millième.
Et donc ils ont pu élaborer leur méthodologie en fonction des documents qui étaient disponibles. Et donc, si vous voyez bien ici le Frat, donc qui traverse la Syrie. Et donc ils se sont dit, bon ben voilà, au 25 millième, on aura suffisamment d'informations. On peut couvrir l'ensemble de la vallée fluviale, donc on va partir sur cette échelle de travail-là, et ils ont poursuivi leur méthodologie grâce à ces tableaux d'assemblage, en se disant, en trouvant quelle était l'échelle la plus pertinente, et pertinente scientifiquement, mais aussi en fonction de la disponibilité de la donnée. Aujourd'hui, Géolion, avec le consortium Imagéo, on essaye de développer le corpus, on voudrait atteindre les 20 000 documents, et puis on recherche aussi des relais pour traiter l'ensemble des documents sur la place lyonnaise. Donc là, on a pris contact avec le service archéologique de la ville de Lyon. Ils ont énormément de documents qui sont géolocalisés, mais il leur manquait la partie diffusion. Donc voilà, donc on travaille ensemble là pour tout le travail qu'ils ont fait en amont, pour associer des métadonnées, et de numérisation aussi des documents, pour que ça puisse être diffusé et que ce soit disponible à un large public. Voilà, donc on essaye de développer encore un peu cet outil de production et d'élargir les partenaires, et ce qui permet aussi l'émergence de nouvelles problématiques scientifiques. Je vous parlais au tout début donc du projet Dataloki, en collaboration avec l'Universitat Autonoma de Barcelona et la région de Catalogne, qui a souhaité aussi s'associer pour travailler à la géolocalisation de données archéologiques. En fait, ils cherchaient également la manière de spatialiser leurs données tout en leur donnant une cohérence, à la fois au niveau archéologique, au niveau géographique et au niveau patrimonial. Le fait de dématérialiser ces données, cette spatialisation des données de fouilles, permet de renouveler les problématiques, comme par exemple avec les archives de Salamine de Chypre. Les archéologues n'ont plus accès au site. Mais il y a une quantité d'archives incroyables d'archives de documentation et de plans, de photographies sur ce site, et en les dématérialisant et en les recontextualisant avec une dimension spatiale, les chercheurs peuvent continuer à travailler sur ce type de données, alors même qu'ils ne peuvent plus accéder à ce patrimoine physique. Mais ils peuvent travailler sur les archives en dématérialisant ces données de la recherche. Voilà, il y a un lien entre ce patrimoine visible et puis ce patrimoine invisible, qui permet de regrouper l'ensemble des informations et aller au-delà d'une vision fragmentée de la documentation archéologique. On essaye de faire un plan de gestion des données de fouilles, et en géolocalisant les données, donc je parle de géolocaliser les données, c'est à la fois à l'échelle des sites, mais aussi à l'échelle des locus, à l'échelle vraiment fine, où on va avoir les différentes couches, où tel objet, on va pouvoir voir où tel objet a été trouvé à l'intérieur du site archéologique. Voilà, donc il y a 2 sites pilotes, donc la Ullastret en Catalogne et puis Salamine de Chypre pour ce projet. On a également reçu un financement de la région
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il faut quand même les citer également. Donc voilà, donc je vous disais, il y a vraiment une disparité dans la gestion des ressources en archéologie, et ils se sont dit qu'en spatialisant les données, ça permettait d'avoir un accès unifié un petit peu à toute cette documentation et d'effectuer de nouvelles recherches, toujours avec ces systèmes de référentiels communs pour permettre des analyses croisées entre différents sites. Donc on a repris les briques technologiques de Géolion. Je vais aller un peu plus vite, mais voilà, il y a des fonds qui sont numérisés. Ces fonds, ils sont constitués de différents objets, des fiches, des carnets de fouilles, des dessins, des diapositives, des photos, des inventaires de carnets de fouilles, des inventaires de diapositives, différents types de documents. Et pareil, par Nuxeo et par Nacala, on va les intégrer à la plateforme Géolion, et on va pouvoir accéder via la recherche, la navigation en se concentrant sur un lieu, on va pouvoir accéder aux documents, et tous ces documents sont mis en relation les uns avec les autres. On travaille aussi sur l'archivage de ces données, et là ce sera avec Atom que ce sera ce qui est plus adapté pour les données archéologiques. Voilà, donc il y a différents types de documents, les fiches objets, les carnets. On travaille aussi avec Percé, donc pour la publication des fouilles. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, on part tout bêtement d'un tableau Excel, d'une fiche Excel, où on va avoir, par exemple, ça c'est un carnet de fouilles. Voilà, et chaque page, on va avoir une ligne par page, et on va avoir toutes les informations, donc la date, la nomenclature de l'objet qui a été trouvé, l'inventaire auquel se raccroche cet objet. À partir de ce fichier Excel, on va donc arriver au document qui est le carnet de fouilles, qui nous fait la mention d'un objet E12, donc c'est la page 30 du carnet de fouilles. À partir de cette page, on peut avoir accès à la fiche objet et aux photos qui se rapportent à la diapositive ou au négatif de la photo. L'intérêt, c'est de relier tous ces documents. Voilà, on part de quelque chose qui est assez peu lisible, et puis finalement, on a tous les documents qui vont concerner ce carnet de fouilles, cette page du carnet de fouilles, ou bien cette diapositive. On sait qu'on va retrouver ce document dans cette diapositive, par exemple cette photo dans tel carnet de fouilles. Enfin, toutes les informations sont interconnectées, toujours avec un identifiant unique aussi, en déposant les informations sur Nacala. Bon, là, le négatif est beaucoup moins joli que la diapositive. Mais voilà, vraiment, c'est la mise en relation de tous ces documents. Et donc, après, on les intègre donc dans Géolion, et donc on va avoir, là, par exemple, la carte de localisation du Lastret, et le fait que tout soit relié, on va pouvoir avoir à la fois un plan, une photo de fouille, un objet, enfin différents types de documents. On va pouvoir les croiser pour ceux qui concernent telle ou telle zone à l'intérieur du site archéologique. Donc voilà, les photos de fouilles, et puis les objets qu'on retrouve. Donc là, c'est le crâne d'un guerrier ibère. Ce sont des crânes qui étaient accrochés au-dessus de la porte des maisons. Et donc, plus il y avait de crânes, et plus on était puissant. Puis on avait vaincu l'ennemi. Voilà, donc là c'est pareil, on accède aux métadonnées, on a toujours la géolocalisation, et on peut avoir accès aux informations en haute définition.
Très rapidement, j'en ai parlé aussi un peu en introduction, mais cet outil aussi de diffusion permet de s'adresser à différents publics. On a participé à la Nuit européenne des chercheurs. C'est de là qu'est venue l'idée d'ailleurs avec les chercheurs de travailler sur la géolocalisation des données archéologiques et de croiser donc Géolion et les données archéologiques. On a participé à Innovative SHS, là au mois de mai dernier, aux Journées nationales de l'archéologie. On a fait des interventions au musée Gadagne. On a aussi organisé une exposition. Et donc voilà, il y a différents publics qui sont concernés, qui peuvent être concernés par cet outil. On essaye de travailler avec les archives aussi, notamment, pour rendre accessible ce patrimoine et réinterroger, grâce à l'espace, différents types de documentation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bien si vous préférez qu'on regarde un petit peu, je vous fasse une petite démonstration du portail. Alors c'est juste une petite question technique. Vous avez choisi Nuxeo. Est-ce que vous avez fait d'abord un sourcing auprès pour d'autres plateformes, en tout cas d'autres outils de production? Et pourquoi ne pas avoir utilisé par exemple Nakalona justement du Manuma? Alors, Nuxeo, ça a été une réponse Enfin, on a utilisé Nuxeo parce que c'est à l'échelle de l'Université de Lyon, à l'échelle de la commu que ça s'est décidé. C'est-à-dire que chaque université, chaque centre de recherche avait au préalable sa solution, et il a fallu à un moment harmoniser et avoir un discours uniforme pour la gestion électronique de documents. Ceci dit, Nakalona, on l'utilise aussi, notamment à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, mais alors dans d'autres projets, dans d'autres projets qui ont trait au numérique, et dont je ne pourrais malheureusement pas vous parler, mais je sais qu'on l'utilise aussi à la Maison de l'Orient. Oui, moi j'avais deux questions. La première, vous avez montré par exemple des cartes où il y avait pas mal de toponymes qui étaient en graphie arabe. Oui. Donc peut-être un mot sur un sujet qui nous est cher, qui est la translittération des toponymes arabes. Comment vous gérez ça, si vous le gérez? Et l'autre chose, parce que je trouvais effectivement très intéressant finalement ce choix de séparer la production de la visualisation, mais du coup je m'étais dit, est-ce qu'on peut imaginer que des systèmes pourraient aspirer vos cartes pour les réutiliser dans d'autres systèmes, dans d'autres projets? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, qui est envisageable, et voilà. Sur le premier point, sur la translittération, on n'est pas aussi avancé que par exemple le Cairo Gazetteer, qui a énormément qui est très avancé sur ce sujet-là. Nous, il y a une partie, notamment pour les cartes de l'IFPO par exemple, dans les métadonnées, on a gardé les informations en arabe, et puis après on a une translittération, mais c'est vrai qu'au niveau des translittérations, on ne s'est pas raccroché à des référentiels. Pas forcément, pas à chaque fois. Donc qui a choisi la translittération? En général, le catalogueur. Voilà, ça a été fait au niveau de la bibliothèque. Ça a été une translittération classique, et qui peut perdre parfois en information ou être erronée, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'à l'affichage, au niveau informatique, on va pouvoir afficher de l'arabe, du chinois, du sanskrit. Donc voilà, au niveau informatique, on peut l'afficher. Au niveau de la translittération, d'un point de vue scientifique, c'est
on n'a pas travaillé sur ce chantier-là encore. C'est sans doute quelque chose qu'il faudra faire. Sur le deuxième point, c'est la difficile question des droits de diffusion des cartes. C'est-à-dire que toutes les métadonnées, elles, sont accessibles, sont interrogeables, sont téléchargeables, sont échangeables. Après, au niveau des droits de diffusion, on va vraiment avoir des problèmes pour toutes les cartes qui ont moins de 70 ans. Pour l'instant, on a cette limite-là. Il y a une partie des cartes plus récentes qu'on pourrait diffuser, mais voilà, selon le CNRS et différentes instances juridiques avec lesquelles on s'est mis en relation. Qui est plus ancien de 70 ans, il n'y a pas de problème. Mais celles qui sont plus anciennes, bien sûr. Oui, là, absolument. On peut télécharger la carte en haute définition, avoir vraiment travaillé sur le document sans problème. Et puis après, dans les droits de diffusion, il y a différents niveaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir le niveau propriétaire. La carte appartient à tel centre de recherche. Il va y avoir le niveau partenaire du projet. Et puis après, il va y avoir le niveau, la sphère scientifique, et puis donc le monde de l'éducation supérieure et de la recherche, et puis après, le public. Et donc voilà. Et là encore, on a ces différents niveaux dans les droits de diffusion qui sont mis en place pour les cartes en fonction de leur degré, en fonction de la possible diffusion qu'on peut en faire. Est-ce qu'on se dit qu'on peut les diffuser aux membres de l'ESR? Est-ce qu'on peut les diffuser au grand public? Mais ça aussi, c'est un point d'achoppement important quand on veut diffuser de la donnée. On parle beaucoup de données ouvertes, on parle beaucoup d'ouverture, mais oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi, j'avais une question sur les choix concernant la numérisation, oui. Parce que vous avez établi des choix très stricts et très précis, mais vous travaillez sur des objets qui sont extrêmement différents. Et donc, quand vous avez un atlas grand format, par exemple, où il serait intéressant de suivre des lignes de niveau, est-ce qu'avec les formats que vous avez choisis, c'est réellement possible? Oui, on a pas mal d'atlas dans le fond. Alors, je ne sais pas s'ils sont en ligne, mais on a plusieurs types d'atlas et on arrive vraiment à regrouper, à recréer virtuellement ce livre finalement, voilà, en faisant en travaillant après sur les images, on va les numériser en plusieurs fois et puis après on va réussir avec un travail soit sur Photoshop, soit sur d'autres types de logiciels, on va pouvoir recréer vraiment l'image complète. Je ne sais pas si c'est tout à fait... Au niveau de la précision, quand on travaille sur une définition à 400 dpi, on a vraiment quelque chose de... 400 c'est pour l'archivage, oui, mais après on y a accès en fonction des droits, toujours des diffusions. On peut avoir accès à la haute définition, aussi. Je vais vous montrer Alors, avant de reprendre une dernière question, peut-être une petite démonstration de 5 minutes avec un exemple, oui. Et on reprendra une des dernières questions après la démo. Si oui, ou si oui. Allez, c'est parti. Donc là, je ne vais pas me connecter, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc j'ai un petit problème d'affichage, de résolution, mais normalement en dessous de cette partie, la navigation, on a accès aussi aux aires géographiques et aux échelles. Mais bon, là visiblement, c'est pas grave. On va utiliser la recherche par navigation, ce qui est quand même le plus important. On va zoomer par exemple sur l'Égypte. Voilà, donc là on voit que le nombre de collections, le nombre de cartes se met à jour régulièrement au fur et à mesure.
Voilà, il n'y a plus que 74 collections. Je continue à zoomer, 46 collections qui concernent donc cette zone qu'on voit dans la fenêtre de navigation. Voilà, donc là on a 6 collections, 82 cartes. Voilà, les collections avec le titre de la collection, le type de carte qu'elle représente, les échelles, le nombre de cartes qu'on a dans la collection. Ah bah celui-là, justement, on parlait des atlas, on a quasiment le tableau, le Tübinger Atlas des Vorderorient en entier. Donc voilà, donc on a les 295 pages en tout cas. On peut rentrer ensuite dans la collection. Là, elle va peut-être avoir du mal à charger. Ouais, on n'a pas je pense pas, je vais prendre une autre. Voilà, on va reprendre cet exemple des cartes topographiques anciennes en Égypte. Et donc, vous voyez, quand j'ai cliqué sur la collection, on voit ici à droite le tableau d'assemblage qui s'affiche. Et donc après, une fois qu'on est rentré dans la collection, on peut cliquer sur la zone qui nous intéresse. Hop, on va y aller. On rentre dans la collection. Oui. Et il y a relativement peu de plans de vie. Il y a relativement peu de plans de ville au 1000e ou au 500e, j'ai l'impression. Alors, on en a, mais essentiellement sur Beyrouth, parce que c'était ce sur quoi les chercheurs travaillaient, mais on a, enfin, pas uniquement Beyrouth, mais oui, Beyrouth, on a du cadastre de Damas, de Saïda, de plusieurs villes au Liban et en Syrie. Mais je crois qu'au niveau du cadastre, ça s'arrête là. Voilà, donc là, évidemment, mon tableau d'assemblage ne s'affiche pas. Mais normalement, il devrait s'afficher. Alors, si je vais sur Chrome, normalement, ça fonctionne. Il y a des problèmes de navigateur aussi, des fois. Voilà, donc là, on a l'ensemble des cartes. Donc normalement, on peut cliquer sur la partie droite, zoomer et cliquer sur la zone qui nous intéresse. Si je zoome, peut-être qu'il va me l'afficher. Non. Hop, voilà. Et donc là, bon, comme c'est une carte ancienne, on l'a déjà en haute définition. Si on va sur une carte plus récente, 906-1800, carte bathymétrique. Voilà, carte bathymétrique des côtes méditerranéennes. Ici, on en a une de 77. Ah oui, c'est affiché. Bon. Et donc là, on affiche la vignette. Mais si je me connecte, hop. Donc après, on peut se connecter par établissement pour gérer ces problèmes de droit. Est-ce que je vais me souvenir de mon mot de passe? Et non. C'est pas celui-là. On recommence. Tac. Voilà. Donc là, si je vais sur la carte, sur la fiche de la carte, pardon, voilà, je vais voir, je vais demander plus de détails. On voit ici qu'il y a un petit HD qui est apparu, et donc on peut afficher la carte en très haute définition. Voilà. Là, on a vraiment... voilà. Donc là, on peut vraiment remobiliser ces données et les intégrer à d'autres... hop là. À de nouvelles recherches ou faire des comparaisons diachroniques. Voilà, donc ce petit symbole HD là qui s'affiche ne s'affiche que quand on est connecté et donc on a accès à l'ensemble des documents. Là, ici, vous pouvez voir qu'il y a le permalien ARC, donc qui est l'adresse internet qui permet de retrouver la carte quoi qu'il arrive. Permalien. Et puis il y a aussi ça fonctionne aussi, c'est un petit gadget. Mais voilà, on a un flash code, un QR code
pour récupérer directement l'information sur son smartphone. Bon, c'est un petit gadget, mais qui peut être utile quand on est en déplacement, par exemple. Alors personnellement, j'aurais une question également. Vous avez fait bien la différence entre la géolocalisation et le géoréférencement. Est-ce que votre outil de gestion, comment vous gérez le géoréférencement qui est bien plus complexe pour faire du mapping entre la carte ancienne et la distorsion des cartes? Il y a des outils en ligne qui existent, MapWrapper ou autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait dans votre outil de gestion? Est-ce que vous avez un outil qui permet de faire ce géoréférencement, ou est-ce que vous le faites à l'extérieur et vous le réintégrez dans votre outil de gestion qui est ensuite envoyé à votre outil de diffusion? On le fait à l'extérieur. On n'a pas développé la plateforme, ni l'outil de production avec Nuxeo, ni la plateforme de diffusion Géolion n'a été faite pour faire le géoréférencement de cartes. Il y a d'autres outils qui existent déjà et qui sont faits pour, et donc on utilise ces outils-là. Là, par exemple, pour la collection des cartes du Yémen, je crois qu'on avait utilisé QGIS pour géoréférencer le raster, les différents rasters, et puis après ça a été intégré à Nuxeo et réutilisé après dans Géolion. Il y a autre chose aussi qui va être utilisé dans Géolion, c'est la gestion des polygones. Pour l'instant, on a les emprises. Donc on va avoir l'emprise spatiale, on va avoir juste un rectangle. On a les quatre points, les 4 angles de la carte qui sont représentés. Mais par exemple, ça pose problème pour les photographies aériennes qui sont pas, dont les plans de vol ne sont pas orientés nord-sud, par exemple. Donc il y a la gestion. Je parle de cette gestion de polygones parce que ça se rapproche des SIG justement et du géoréférencement de cartes, qui est plus un travail de SIG, et c'était pas le but de Géolion. Ça va au-delà de juste un référencement de cartes et de catalogue de cartes grâce à l'outil de recherche spatiale, mais on est entre ce géoréférencement entre cet outil de ce catalogue de cartes et ce référencement de cartes, comme par exemple Cartomundi, ou bien du SIG. On est un peu entre les deux. Vous calculez pas des surfaces, enfin, c'est pas l'objet. Non, c'est pas l'objet. Mais ce serait envisageable. Après, mais pas avec Nuxeo, du coup. Non, pas avec Nuxeo, avec le programme Géolion, avec de diffusion. Comme Géolion a été adapté, les briques qui ont été développées pour Géolion ont été adaptées pour gérer de la donnée archéologique. Il va y avoir aussi des adaptations pour travailler avec le SAVL, parce que le service archéologique de la ville, parce que ils ont aussi des problématiques et des documents qui ne rentrent pas forcément dans les cases qu'on avait pensées au départ. Et puis en travaillant à l'échelle avec le consortium du Manum, donc avec plusieurs projets répartis sur l'ensemble du territoire national, on est confronté aussi à d'autres types de problèmes, et donc on fait évoluer en fait l'offre aussi en fonction des besoins. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être développé. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une question de la salle? Non, avant de clore cette première séance, en tout cas, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation pour cette première séance des lundis numériques. Merci beaucoup. Et je profite pour vous annoncer que la deuxième séance des lundis numériques aura lieu donc le deuxième lundi du mois d'octobre, et on accueillera la responsable de la stratégie numérique du CMN, donc du Centre des Monuments Nationaux,
qui évoquera tout ce qui est dispositif de médiation in situ notamment et online sur les plus de 100 monuments que le CMN gère. Merci, bonne soirée.